Merci beaucoup, Véronique. En effet, je vais aborder un certain nombre de points qui ont déjà été traités dans les communications précédentes. Et pour commencer, je me demande tout simplement si la notion de textualité numérique garde sa pertinence. Faut-il, avec Raphaël et Simone, envisager la dissolution du texte en ligne et caractériser le texte non numérique, s'il existe, négativement, c'est-à-dire en retenant la non-contextualisation, le non-achèvement, l'immatérialité, une diffusion ni ciblée ni maîtrisée, ou encore l'absence de l'auteur-autographe. D'autres chercheurs, en particulier en analyse du discours et analyse du texte et du discours, prennent le contre-pied de ces affirmations et érigent le texte numérique en objet d'études autonomes. Il s'agit de rendre compte des spécificités de genre de texte qui, nous dit Marianne Pavot, sont soit numérisés, soit numériques, soit numériqués. Je vous laisse découvrir également un constat fait par Serge Bouchardon. Le texte changerait profondément de nature si on l'imprimait. Alors, les questions des départs peuvent être résumées en ces termes. Comment s'opère le passage des textualités non numériques aux textualités numériques? Faut-il parler d'une rupture radicale ou d'un continuum? En quoi les modalités de la textualisation sont-elles bouleversées? Mais aussi, les nouvelles textualités reposent-elles sur un principe de rationalité différent de celui qui sous-tend les textualités non numériques? Enfin, quelles sont les valeurs profondes qui y sont attachées? Mon objectif dans cette communication est triple. D'une part, je vérifierai l'idée d'un continuum, comme l'a laissé entendre déjà Jean-Michel Adam, un continuum entre les textualités non numériques et numériques, en évitant de parler d'une rupture radicale, invalidant tout recours à la notion de textualité, tout en prenant en considération la diversité des manifestations. D'autre part, je focaliserai mon attention sur deux écrits littéraires d'Éric Sadin, 7 au carré et Tokyo, qui, sur le mode de la fiction, imite, détourne, renouvelle les logiques scripturales et compositionnelles de certains technogenres de discours. Cela, avant de m'intéresser à Wikipédia, j'aurai ainsi à cœur de montrer quelques-unes des transformations qui ponctuent le passage des textualités non numériques aux textualités numériques et inversement, et de mettre à nu quelques-uns des enjeux, également sociétaux, qui y sont liés. En effet, il ne faut pas nier des bouleversements profonds. Rabot et Chartier parlent de révolution numérique et l'on peut concevoir sans peine un changement de paradigme au sens où l'entend Thomas Kuhn. Pour sa part, Éric Sadin note dans Poésie atomique que de radicales transformations perturbent les catégories et les usages qui ont culturellement imprimé nos rapports à la textualité et dont certains remontent à plusieurs siècles. L'homogénéité du texte, la figure de l'auteur, les conditions de circulation et du commerce des documents, celle de l'archivage, la fonction de la bibliothèque, les principes juridiques liés à la propriété intellectuelle, les pratiques de la lecture. Enfin, j'essaierai d'articuler les notions de réseau, d'hypertextualité et de transtextualité en convoquant également la notion de spreadability de Jenkins, Ford et Green, je traduis par diffusion ou essaimage. Je mise donc sur des tensions entre les textualités non numériques et les textualités numériques. Celles-ci ne supplantent pas celles-là, mais expérimentent des formes inédites de cohabitation en production et en réception. Quelles sont donc les propriétés de la textualité non numérique qui font l'objet de transformations? J'en retiens essentiellement 4 et je m'inscris dans la lignée de ce qui a été dit. Le caractère clos d'un texte cohérent, sa mise en perspective par un centre déictique, sa linéarité et sa communication à un destinataire singulier ou collectif. Tels sont en effet les aspects mis en évidence par les définitions du texte proposées traditionnellement, par exemple par le dictionnaire d'analyse du discours ou encore par Jeanne-Marie Barbéris, qui dit ceci: un texte est une suite d'énoncés oraux ou écrits posés par leur producteur et destinés à être reconnus par leur singulier au pluriel destinataire, comme un ensemble cohérent, progressant vers une fin et parvenant à constituer une complétude de sens. De fait, on se rend compte qu'il serait réducteur de ne considérer que les oppositions franches entre la clôture et l'ouverture, la déicticité centrée et la déicticité floue, la linéarité et la plurilinéarité ou délinéarité, et enfin entre la communication dirigée et la dissémination.
Il me semble que l'on assiste plutôt à des pondérations différentes, les textualités non numériques pouvant elles-mêmes être en proie à des logiques d'ouverture, de déicticité floue, impersonnelle anonyme, de plurilinéarisation ou encore de propagation. Mon hypothèse est celle d'un continuum. En même temps, ce n'est pas méconnaître les différences importantes entre ces deux types de textualité. Cela pour au moins 4 raisons. Si la textualité non numérique n'échappe pas à l'ouverture, à la déicticité multiple et floue, à la plurilinéarité, à la diffusion, comme je vais essayer de le rappeler, je considère que ces caractéristiques prennent toute leur ampleur dans le cas de la textualité numérique et en deviennent définitoires. On assiste à une intensification des traits, à une scénarisation qui, en réception, appelle le voir-faire réflexif. On constate également une inscription dans le temps et dans l'espace plus importante à travers ce que j'appellerais la spreadability. Surtout, ces caractéristiques revêtent des formes de manifestation différentes, inédites dans le cas de la textualité numérique. Je vais essayer de le montrer en passant en revue les couples que j'ai distingués. Premier couple, la clôture versus l'ouverture. Ainsi, il est bien vrai que le texte non numérique se présente comme un tout de sens qui ne se résume pas à une successivité de phrases isolées, mais qui requiert des modules, des segmentations, mais aussi des opérations de liage au niveau micro, méso et macrotextuel, comme le montre Jean-Michel Adam. Cependant, tout texte appelle non seulement une circulation interne à travers la polysotopie, par exemple, et qui combat le figement du sens, je renvoie aussi à Rastier, mais une suite. Ainsi, le linguiste a les moyens de montrer que tout texte ouvre sur des formations textuelles antécédentes, le déjà dit, sur les produits de la praxis énonciative, pour utiliser une expression chère aux sémioticiens. Franchissons un pas en direction d'un modèle intégratif qui prend en considération des paliers de pertinence pour rendre compte de l'effet produit sur la textualité par le choix, par exemple, d'une édition. Je renvoie aux travaux de Jean-Michel Adam. Plus largement, par les choix opérés au niveau de l'environnement, des médias, des médiums, supports et objets, des formats, notamment génériques. Certes, nous sommes face à un système d'englobement successif. Cependant, celui-ci s'accompagne du franchissement incessant des frontières entre un ensemble de strates de pertinence, par leur mise à l'épreuve et leur débordement. D'un point de vue sémiolinguistique, une approche dynamiciste de la textualisation peut mettre l'accent sur la progression entre détermination, notamment générique, et réalisation de potentialités, entre profilage, anticipation sur le déroulement du texte et renouvellement du sens, entre ritualisation des pratiques scripturales, entre institutionnalisation du sens, transmission de représentations doxiques, de valeurs, de rôles, et tentative de singularisation du dire. On ajoutera enfin, du point de vue de la réception, que selon Souchier, pour ne citer que lui, le texte n'a d'existence communicationnelle qu'interprété et qui constitue un objet en perpétuel devenir. Dans ce cas, en quoi les nouvelles textualités innovent-elles? Nous verrons dans la deuxième partie que les nouvelles textualités éprouvent les rapports entre des parties du texte, des textons, selon Clément, qui ne ressortissent pas au lien ana et cataphorique au sens strict. Cela sur le fond de l'hypertextualité, qui peut donner lieu à une fragmentation, une pluralisation en théorie indéfinie, de textons accédant au statut d'entité autonome et résistant à l'intégration dans un tout. Ensuite, eu égard au palier de pertinence superposé, j'argumente l'idée d'une reconfiguration numérique en acte, exploitant des stratégies de formatage, des techniques éditoriales, des canaux de diffusion spécifiques. On peut ainsi rendre compte des traces textuelles laissées par le recours à des langages de programmation et de description, au langage de développement web, HTML, JavaScript, à des logiciels particuliers, mais aussi par la mise en circulation de normes et de valeurs, le style octorial, singulier au collectif, pouvant se résorber dans un style de vie et dans une forme de vie mobilité. Après la clôture versus l'ouverture, considérons rapidement la polylinéarité et la délinéarisation. Celles-ci sont définitoires des nouvelles technologies, comme je vais le montrer bientôt. Cependant, le principe de la linéarité stricte peut être questionné même dans le cas du texte non numérique. Pour donner un exemple que je ne développerai pas faute de temps, dans le texte non numérique, les tirets doubles marquant une rupture du fil du texte
Une deuxième ligne textuelle entre alors en résonance avec la première, reléguée à l'arrière-plan, avant de ressurgir au premier plan grâce au raccord qui suit le tiret fermant. D'où un effet aussi d'épaisseur discursive. Je défends l'idée que la textualité non numérique et la textualité numérique se distinguent sur la base non point du principe de la dé- ou plurilinéarisation, mais de leur degré de systématicité, ainsi que des modalités de leur réalisation et de leur mise en évidence. Spectacularisation, le voir-faire, le faire-voir, appelle le voir-faire réflexif. Passons à des considérations rapides sur la déicticité. La déicticité plurielle peut être diffuse. Constitue-t-elle une exclusivité du texte numérique qui, nous le verrons, fait souvent appel à la collaboration énonciative? Un texte non numérique peut lui-même se trouver exposé à une anonymisation, à une impersonnalisation, à une collectivisation de la source énonciative. Je renvoie par exemple à la circulation des dires, par exemple dans le cas du proverbe. Cependant, dans le cas de la textualité numérique, la déicticité multiple est érigée au rang de trait caractéristique d'un technogenre tel que Wikipédia. Nous savons aussi que, contrairement à la circulation des proverbes, par exemple, Internet garde la trace non seulement des navigations, mais encore des interventions collaboratives d'une pluralité d'internautes. D'où la constitution de ce que Louise Merzot appelle l'identité de l'Internet. La notion d'écrit-lecture témoigne alors du fait que les capacités de coénonciation du lecteur du texte numérique sont accrues, plus intenses, plus développées dans le temps et dans l'espace. Enfin, l'hypertextualité se caractérise par sa propension à la diffusion à grande échelle. Elle s'oppose en cela à la communication d'un texte à un destinataire singulier et pluriel, lectorat traditionnel, qui est davantage maîtrisé et contrôlé. Pour traduire ce saut qualitatif et quantitatif, je parlerai tout à l'heure de transtextualité. Dans l'immédiat, je prends appui sur des œuvres littéraires d'Éric Sadin qui construisent le simulacre d'une textualité numérique et en exhibent les propriétés. Je me tournerai ensuite vers Wikipédia, ce projet d'encyclopédie collective en ligne qui, je cite, se veut universel, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki. J'aimerais développer l'idée d'une iconisation des liens ana- et cataphoriques au sens large, quand le texte littéraire transpose la logique hypertextuelle dans un imprimé sur papier. Dans 7 au carré et Tokyo, la première logique augmentative et générative est signalée par des symboles tels que plus, de plus, moins, des barres obliques, des technomots tels que le hashtag. Exemple 1 à 5. Retenons l'idée de l'enfilade de segments qui, faute de l'encadrement que leur procurerait une énumération close par un « et » final, court le risque de la pluralisation indéfinie et de la dérive. D'où l'impression d'un flux du sens qui n'exclut pas les ramifications, qui n'exclut pas des modulations qui imposent leur continuité contre des blocages ponctuels. Sadin parle d'une liquidité généralisée. Quant à la logique circulante, en production et en réception, elle se traduit plus particulièrement par des flèches simples pointant dans les 4 directions. L'exemple 6. D'une part, ces signes indexicaux, à la base de la mise en saillance de certains éléments, contribuent à la construction du texte. La cohésion interne est en fonction des relations anaphoriques et cataphoriques dans un sens large, entre l'avant et l'après, le haut et le bas. Grâce à leur charge iconique, les flèches miment la progression thématique. En particulier, on assiste à un redoublement significatif du contenu par l'expression, quand par exemple la flèche à rebours donne à voir concrètement le retour en arrière exigé par le questionnement, la lacune de savoir, par l'étonnement ainsi suscité. D'autre part, les symboles rappellent les touches du clavier d'ordinateur qui, à l'instar de la souris, président au déplacement du curseur dans la page écran. En orientant le regard du lecteur vers la gauche et vers la droite, vers le haut et vers le bas de la page, en appelant une exploration multidimensionnelle de l'espace textuel en quête d'indices, les flèches donnent lieu à une mise en abîme de la circulation sur le web, mais aussi dans la ville, Tokyo, hyper connectée. La logique circulante se conjugue enfin avec la logique méta et le regard réflexif. Comme je viens de le suggérer,
La progression textuelle est donnée à voir au lecteur avec ses bifurcations, ses rebroussements de chemin, la délinéarisation, sa part d'imprévisibilité. Le lecteur voit faire. Passons à présent à Wikipédia. Je retiendrai 3 traits caractéristiques: les relations entre les textons, le statut de l'instance d'énonciation et le caractère multimédial de l'iconotexte. Premier point, les relations analeptiques et proleptiques. J'adapte les notions genetiennes à mon propos. Si Eric Sadin transpose les logiques de la production hypertextuelle dans un texte imprimé et leur donne ainsi une visibilité accrue, dans le cas de Wikipédia, la délinéarisation et le réglage hypertextuel opèrent de manière différente. Dans les écrits d'Éric Sadin, la progression syntagmatique devient visible à travers la coprésence, la colocation des événements textuels successifs. Or, sur le web, une portion de texte, le texton géniteur, signifiant au sein d'un hypertexte, qui comprend l'hyperlien cliquable, anticipe sur une autre portion liée, encore invisible. Celle-ci est prompte à se substituer à elle sur la page écran. Le texton lié acquiert de ce fait une autonomie qui l'arrache à son contexte et que seul peut lui contester la présence sur la même page d'un encadré qui met 2 textons entiers ou amputés en résonance l'un avec l'autre. Considérons par exemple l'entrée numérique. Le passage du pointeur sur l'hyperlien analogique se traduit par l'ouverture d'une fenêtre qui encadre une portion de texte tronquée assortie d'une image. La portion de texte accompagnée de l'image est insérée dans le texton de base auquel elle se surimprime en partie. Pour sa part, le cliquage sur l'hyperlien analogique provoque le remplacement d'une partie du texton affiché géniteur par un texton exogène concurrent assimilé à du déjà dit, du déjà disible, hébergé ailleurs, fût-ce sur le même site. Dans ce cas, le texton relais est autonomisé, c'est-à-dire à la fois lié et délié. Plutôt que de parler d'un lien anaphorique, fût-ce dans un sens large, j'isole un rapport de type analeptique en rendant attentif à la discordance entre l'affichage présent et un affichage antérieur absent, virtualisé et réactualisable par un retour en arrière. Alors, le point de vue proleptique convient au mouvement de génération de textons qui se porte vers l'aval du texte. Il permet de repenser la relation cataleptique. Tournons-nous en effet vers l'aval du texton. Le principe de l'engendrement cataleptique, la projection vers une suite à la faveur d'un cliquage, commande à la textualisation et s'impose aux dépens des relations de type analectique. Le texton géniteur est condamné à disparaître, il est relayé sur l'écran par le texton fragment. Le texton fragment relais qui se substitue au texton géniteur constitue un en soi qui se soustrait à toute opération méréologique de totalisation. Aucune colocation donc. On peut déceler 4 logiques strictement complémentaires. D'abord, on peut supposer une expansion par égalisation ou mise au même niveau plutôt que par enchâssement successif, sans que celle-ci se traduise par une colocation. Je parle également d'une logique tourbillonnaire. Je renvoie plus particulièrement à Walter Benjamin pour ce terme, afin de capter le devenir du texte sans viser son état originel. À cela s'ajoute, point de vue complémentaire, une paradigmatisation fondée sur des strates de profondeur, le texte géniteur étant potentialisé, c'est-à-dire relégué au second plan, où il entre en résonance avec le texte réalisé premier plan, toujours prêt à être lui-même affiché à nouveau en prenant appui sur ce qui a été. Enfin, dans un cas extrême, chaque texton obéit au principe de la variabilité intrinsèque qui vaut pour lui-même. Il devient ce possible qui coexiste avec d'autres possibles dans l'instant. Et le texton, plus que jamais, est en proie à une variation qui peut être indéfinie. Deuxième point, le sujet d'énonciation hypertextuelle et la transmission du savoir. D'abord, Wikipédia met en œuvre, du moins dans une certaine mesure, le dispositif texto-discursif de pseudonymat du web, tel que le mentionne Pavot dans un article de 2017.
L'auteur traditionnel est remplacé par une instance collaborative multiple, conformément au projet de la diffusion libre, je cite, des contenus. Alors, en quoi la transmission du savoir s'en trouve-t-elle modifiée? Continuons-nous à parler de surénonciation, alors même que celle-ci constitue la norme du genre du dictionnaire selon Grossman et Rennick? Même si un retraçage des interventions est possible, les réécritures incessantes peuvent créer, non sans paradoxe, une indétermination locutive et énonciative qui produit un effet d'oscillation entre plusieurs points de vue. Alors, tout ne se passe-t-il pas, au final, comme si les textons étaient reçus, comme à chaque fois, provisoires? Le dire vrai attendu, cédant la place à un dire pouvoir être vrai. Toute validation définitive étant suspendue ou indéfiniment retardée. Cela, bien que le dictionnaire encyclopédique endosse un rôle de judicateur, statuant sur le degré de vérifiabilité des contenus, comme en témoignent des avertissements aux lecteurs. L'adhésion au niveau de la réception réclame au préalable une grande vigilance et une négociation. Troisième point, une textualité multimédiale. Sur Wikipédia, l'écrit lecteur est attentif aux composantes plastiques du texte numérique, en particulier à la plasticité de l'hyperlien rehaussée par la couleur. Le texte est multimodal, cela a été dit aujourd'hui. Le mot n'est plus seulement un signe, mais une image, au sens où l'entend par exemple Humboldt. Quand une image est insérée dans un texte verbal, nous avons affaire à un ensemble iconoverbal et l'on gagne à dégager les opérations méréologiques à la base de la constitution d'un tout de sens. Pour finir, j'introduirai la notion de réseau numérique, j'approfondirai la notion de réseau numérique et j'introduirai la notion de transtextualité. Les travaux qui ont été consacrés au réseau sont légion. Je ne retiendrai ici que quelques repères qui me paraissent indispensables. D'abord, la notion n'est pas réservée au numérique. Je vous renvoie aux études d'Adam et de Maguenot et plus largement à une conception dynamiciste de la textualisation. Pour ce qui est du réseau numérique, on peut reprendre appui sur la caractérisation proposée par Pavot. Les réseaux se distinguent par leur propension à la relationnalité au partage, leur propension à la délinéarisation, à la multidimensionnalité et à la fragmentation, et enfin par la propension à l'augmentation et par une part d'hétérogénéité et d'imprévisible. Enfin, la théorie de l'acteur réseau selon Ackrich, Calonne et Latour permet d'enrichir la discussion. Je considère plus particulièrement Latour et un article de 2000 dans lequel il parle des réseaux des rhizomes qui permettent non seulement de distribuer l'action, mais aussi d'opérer des détachements, des arrachements à la proximité et inversement des rattachements au lointain. Ensuite, ce qu'il appelle le fait faire me semble à la base d'une écriture numérique qui dépasse le couple sujet-objet traditionnel au profit de la fluidification du dire, des relais et d'une déicticité distribuée. Selon Latour, les carnets que je fais écrire me font faire ce que je suis. Sur ces bases, j'aimerais introduire la notion de transtextualité. Si pour Genette, en palimpseste, la transtextualité se décline en intertextualité, paratextualité, métatextualité, architextualité et hypertextualité, je propose de faire de la transtextualité un type de textualité spécifique qui est exemplifié par le numérique. La notion de transtextualité ne se substitue pas à celle d'hypertextualité, elle ne la chapeaute pas non plus, ni n'en est le doublon. Plus exactement, elle permet de cibler certains aspects que je vais décliner maintenant. 7 points me semblent importants. D'abord, elle atteste un point de vue qui est sensible au passage, aux transitions, à la traversée des paliers de pertinence, au relais qui caractérise la génération hypertextuelle le long de trajets de trajectoire. Trajet et trajectoire au sens où l'entend également Ingold. Deuxièmement, le réseau constitue le principe de rationalité qui sous-tend la transtextualité, à rebours de la narrativité qui gère la transmission à un destinataire d'un objet de sens clos et stabilisé une fois pour toutes. Conjonction du destinataire avec l'objet de sens. Ensuite, ce qui est premier,
c'est la relationnalité ou la connectivité. Cependant, il ne s'agit pas de relier des textons préexistants entre eux, comme pourrait le laisser croire la définition deleuzienne du rhizome. Les textons surgissent le long de trajets de trajectoire, toujours provisoires, grâce à des instances d'énonciation collective. C'est en ce sens que l'approche dynamiciste du texte est le plus en accord, me semble-t-il, avec le point de vue de la transsexualité. Les textons constituent des nœuds produits par les mises en relation auxquels ils ne préexistent pas. Le point de vue sur la textualité change, sont mis en avant moins les lieux du texte, les choix au niveau micro, méso et maxotextuel, que les lignes qui s'y rassemblent et font jaillir des éléments textuels en débordant les lieux régulièrement. Quatrièmement, les instances d'énonciation peuvent être affectées par une génération, pour ainsi dire, autoréglée et autonomisée, qui peut s'affranchir de leur tutelle. Je parle non point d'un je, d'un il, ni même d'un on, mais d'un ça. Selon Deleuze et Guattari, la question du je ne se pose même plus. L'instance est aspirée, happée par un devenir auto-régulé. Cinquièmement, la transsexualité se voit conférer un soubassement axiologique par la forme de vie de la mobilité. Sixièmement, je reprends l'idée de la spreadability, que je traduis donc par diffusion ou essaimage. Si la diffusion ainsi conçue concerne d'abord les mêmes, c'est-à-dire ces textualités particulières, slogans, phrases percutantes, vidéos, blagues, qui sont reproduites sur Internet par imitation, je me demande en quoi la génération hyper ou transtextuelle de textons qui se réénoncent sur Wikipédia gagne à être approchée sous cet angle. Il est possible dans ce cas de mettre en avant le flux, la diversification, à rebours de la stabilisation d'éléments de sens. La transtextualité telle que je l'entends fonctionne alors à l'intérieur d'un système génératif plus ou moins accessible, plus ou moins adapté à un éventail de tâches. Elle ne se contente pas d'accueillir des formes, mais elle est dotée d'une puissance d'agir, agency. Ainsi, la logique de la diffusion telle que je la comprends ici se distingue de la participation virale, selon Dawkins, souvent associée à l'idée de la propagation autonome de l'inconscient et de la passivité des usagers. Septième et dernier point, le individualisme. Il est vrai que les instances d'énonciation sont dépossédées d'une partie de leur initiative. La souris me fait faire ce que je suis, pourrait-on dire, en empruntant à Latour l'idée du faire et du faire-être, dissocié du couple sujet-objet. En même temps, j'oppose à l'effacement du sujet, selon Rouvois et Berns, sous l'effet de la gouvernementalité algorithmique, la politique du individualisme selon Massumi. Celle-ci agit contre une politique de l'individualisme. Elle affirme ce qu'il appelle la complexité, le pouls de la vie éprouvée comme digne d'être vécue. Elle repose, dit-il encore, sur le vecteur inquantifiable de l'intensité. Dans le cas du numérique, l'instance d'énonciation serait-elle individuelle plutôt qu'individuelle? Tout est là, me semble-t-il, dans cette hésitation entre le pouvoir potestas ou domination par le web et le pouvoir potentia ou puissance. Je conclurai en quelques mots. Il s'agissait dans cette étude de préciser les fondements d'une réflexion sur les textualités numériques qui, plutôt que d'en envisager la dissolution, montre comment les propriétés caractéristiques sont obtenues par conversion à partir des textualités non numériques. Une double étude de cas qui a mis en regard un texte imprimé mimant les textualités numériques et un écrit numériqué a permis de vérifier ces propriétés, de mettre l'accent plus particulièrement sur une double dynamique analeptique et proleptique, ainsi que sur le statut d'une part de l'auteur, avec Sadin, et d'autre part d'une source énonciative plurielle, modifiant le rapport au savoir. Enfin, la notion de textualité numérique a été interrogée à la lumière de la transtextualité réticulaire soumise à la dissémination, à l'aune de laquelle peuvent se mesurer les degrés de refonte des notions de sujet et de subjectivité, dans le sens du individualisme, d'identité, de style et de forme de vie.
Merci beaucoup de votre attention.